on va aborder dans cette seconde partie de cette première session la question délicate et centrale des transferts de l'État. Et donc on va avoir sur cette question 3 interventions. Tout d'abord celle de Cécile Couard de l'Université Paris-Nanterre, ensuite une intervention d'Olivier Sudry, puis ensuite de l'Université de Versailles, et ensuite Jean-Pierre Liebd de Ernst & Young, donc qui vont nous exposer les conséquences d'une modification de ces transferts et de voir comment on peut faire évoluer la fiscalité pour tenir compte de cette évolution. Donc je donne tout d'abord la parole à Cécile Couard pour une présentation sur quel serait l'impact d'une baisse des transferts de l'État sur la trajectoire et la soutenabilité de l'économie calédonienne. Donc merci, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais remercier Samuel et les enseignants-chercheurs du Large de m'avoir donné l'opportunité de venir présenter une réflexion dans le cadre de ce colloque. Donc mon intervention va porter sur les impacts de la baisse des transferts de l'État sur la trajectoire et la soutenabilité de l'économie néo-calédonienne. Donc en guise d'introduction, donc en fait, quand on se pose la question de la baisse des transferts de l'État et de son impact, faut déjà se préoccuper de savoir quelle place occupent ces transferts dans l'économie, quel rôle jouent-ils sur la trajectoire économique de la Nouvelle-Calédonie. Et en réalité, ça, vous avez déjà vu des graphiques auparavant. Finalement, c'est une question prospective, mais qui peut être analysée de manière rétrospective, puisque depuis la fin des années 80, on s'aperçoit que le poids des transferts publics diminue. Donc il y a une tendance à la diminution du poids des transferts dans l'économie néo-calédonienne. Et donc, comme l'a expliqué l'intervenante de l'Institut statistique, on s'aperçoit d'ailleurs que depuis 2000, finalement, l'investissement à travers l'investissement qui a été fait dans les industries métallurgiques et les efforts d'entraînement que ça a eu sur l'économie néo-calédonienne prend le relais en termes de moteur de croissance. Alors, bien entendu, ceci n'est pas sans conséquence sur la soutenabilité du développement de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, en particulier, la question est de savoir si ces finalement nouvelles modalités de croissance vont entraîner des modifications sur la soutenabilité du développement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, alors, en fait, donc, quand on dit qu'un développement est soutenable, ça signifie que l'économie en question s'assure que la richesse, le patrimoine va être transmis aux générations futures. Donc, vous voyez bien, ça c'est donc cet objectif de développement soutenable, il est bien entendu largement consensuel au sein de la plupart des économies. Mais le problème se pose sur la manière de finalement quelle richesse doit-on transmettre, comment on va pouvoir quantifier cette richesse et quelle stratégie de développement on va adopter pour transmettre cette richesse. C'est-à-dire, est-ce qu'on va chercher à préserver, est-ce qu'on va plutôt investir? Donc, en fait, mon intervention va donc porter sur le fait que la baisse des transferts, en entraînant des conséquences sur les modalités de la croissance en Nouvelle-Calédonie, amène à s'interroger finalement sur des nouvelles stratégies de développement possibles pour la Nouvelle-Calédonie. Donc alors en fait, je vais baser mon intervention sur des résultats d'un certain nombre de travaux qu'on a été plusieurs à faire et qui ont été publiés l'année dernière dans un ouvrage la Nouvelle-Calédonie face à son destin. Donc, c'est là-dessus que je vais m'appuyer. Donc, dans une première partie, je vais un peu vous montrer finalement
la trajectoire de soutenabilité faible de la Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, je vais essayer de vous montrer, on va essayer de voir si finalement le développement de la Nouvelle-Calédonie est soutenable ou pas. Ensuite, dans une deuxième partie, je vous montrerai finalement quels peuvent être les impacts d'une baisse des transferts bruts. Et enfin, je terminerai par des éléments de réflexion sur finalement ces enjeux qui sont liés à la baisse des transferts publics en matière de développement soutenable pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, je vais commencer un peu par finalement vous exposer les différents éléments qui permettent d'apprécier la soutenabilité du développement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, alors, tout d'abord, on part de la définition qui a été proposée par la commission Brundtland en 1987. Donc, le développement soutenable, c'est quoi? C'est subvenir aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures à en faire de même. Donc, en fait, cette définition, on peut la transposer de manière économique. Et donc, en la transposant de manière économique, ça donne lieu à un critère que les économistes appellent critère de soutenabilité faible. Donc, avec ce critère, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'épuisement de certaines ressources, la dégradation de l'environnement peuvent être compensés par l'accumulation d'autres ressources productives ou l'amélioration de certains aspects de l'environnement. Donc, autrement dit, vous voyez, on a différents types de richesses et elles sont substituables les unes aux autres. Dès qu'une se dégrade, il suffit de la compenser par l'amélioration d'une autre. Mais il y a aussi également un autre critère de soutenabilité qui est un critère de soutenabilité dite forte. Alors là, dans ce cas-là, il n'y a pas de substituabilité entre les différents types de richesses d'une économie. Et donc l'objectif, c'est de préserver en l'état les ressources ou la nature. Donc autrement dit, ce qu'on va perdre en environnement ne peut pas être compensé par ce qu'on va gagner en prospérité, en développement ou en accumulation du capital physique. Alors en fait, nous, ce qu'on a cherché à faire dans un premier temps, parce que c'était bien sûr le plus simple, c'est d'essayer de mettre en œuvre le critère de soutenabilité faible dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie. Donc alors, pourquoi on met en œuvre ce critère? Parce que en fait, cette soutenabilité faible, elle consiste à faire une évaluation monétaire des flux d'investissement et des flux de dégradation de différents types de capitaux, notamment le capital économique, le capital naturel et le capital humain. Alors bien entendu, bon, il y a plein de critiques qu'on peut faire sur la manière de calculer cette soutenabilité faible, notamment en fait c'est quand même une évaluation relativement grossière, mais en tous les cas, ce critère va présenter au moins 3 intérêts. Alors avec ce critère, finalement, on dit que la soutenabilité, c'est pas seulement une question environnementale, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, une économie qui met seulement l'accent sur la préservation de son environnement en compromettant son capital productif ou en compromettant, par exemple, l'éducation des générations futures, elle n'est pas plus soutenable qu'une économie qui ferait des choix inverses. Donc ça, c'est un premier intérêt. Deuxième intérêt, avec ce critère, on peut procéder à des comparaisons internationales, puisque c'est finalement un critère qui est mis en place au niveau de la Banque mondiale. Et donc, on a tout un tas de données pour la plupart des pays du monde. Alors, bien entendu, le troisième intérêt, et c'est celui qui va nous intéresser, c'est que c'est une analyse qui se fait dans le cadre de la comptabilité nationale. Et alors, notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va privilégier le revenu national disponible brut et non pas le PIB. Alors pourquoi c'est important, particulièrement pour l'économie calédonienne? C'est parce que en fait, dans le revenu national disponible brut, on tient compte du PIB,
hein, de la valeur ajoutée qui est créée, mais on tient compte également des revenus nets provenant de l'extérieur et des transferts qui proviennent de l'extérieur. Donc autant vous dire que pour l'économie, pour la Nouvelle-Calédonie, il y a une très grande disparité, hein, entre ce revenu national disponible brut et le PIB, notamment en raison du poids des transferts publics. Et donc, je vais vous montrer que, a priori, hein, ça ne va pas être neutre sur la soutenabilité faible de la Nouvelle-Calédonie. Donc, alors, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a repris, hein, la méthode de calcul de la Banque mondiale. Et donc, en fait, ce critère de soutenabilité faible, en fait, il conduit à calculer ce qu'on appelle une épargne nette ajustée ou une épargne véritable. On peut utiliser les deux termes. Et donc, on va prendre en compte la richesse d'un pays. Donc, on va et les différents types de capitaux qui participent à cette richesse. Donc le capital économique produit par l'homme, le capital humain et le capital naturel. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre en compte les flux d'investissement et les flux de dégradation qui vont être propres à chaque type de capitaux. Et donc, notamment, ce qu'on va faire, plus exactement, on va partir de l'épargne brute d'un pays. Donc l'épargne brute, hein, c'est le revenu national disponible brut moins les dépenses de consommation finale. Donc ça, ce chiffre, il est donné par la comptabilité nationale. On va enlever la dépréciation du capital physique. Donc ça, c'est une première forme de dégradation, hein. Donc oui, les machines s'usent, hein, donc il y a bien une dépréciation du capital physique. Et donc, une fois qu'on a enlevé la dépréciation du capital physique, on arrive à un indicateur qui est l'épargne nette. Donc ça, cet indicateur, c'est généralement l'indicateur qu'on utilise la plupart du temps quand on fait de la macroéconomie. Or, qu'est-ce qu'on va faire ici pour aller vers la notion de soutenabilité? On va enlever la dépréciation du capital naturel. On va ajouter l'appréciation du capital humain. Je vais revenir après sur ces indicateurs. Et au total, on aura une épargne véritable. Donc, en fait, la dépréciation du capital naturel, comment on va pouvoir la calculer? On prend en compte finalement les quantités de minerais qui sont consommés, qu'on va multiplier par un prix. Alors, ce prix, c'est quoi? C'est une rente. C'est-à-dire la différence entre le prix de la ressource naturelle et son coût de production. Et pour prendre en compte les flux d'investissement en matière de capital humain, on va les approcher par les dépenses en matière éducative, les dépenses de fonctionnement. Et le prix qu'on va leur attribuer, c'est le prix de la comptabilité nationale, hein, c'est le coût des services publics. Hein. Donc, alors en fait, avec cet indicateur d'épargne véritable, on va être en mesure d'apprécier si le développement d'une économie est soutenable ou pas. Alors en particulier, si votre indicateur d'épargne véritable est positif, ça veut dire que les flux d'investissement compensent les flux de dégradation. Donc, autrement dit, la richesse augmente dans votre économie et donc vous êtes capable de transmettre cette richesse aux générations futures. Par contre, si vous avez un indicateur négatif, en sens inverse, c'est que les flux d'investissement n'arrivent pas à compenser les flux de dégradation et donc vous avez une perdition de la richesse au niveau de votre économie. Et donc, comme vous avez une perdition de la richesse, vous transmettez moins aux générations futures. Donc, alors en fait, on avait fait ce premier calcul en 2006 pour le compte de l'Agence française du développement. Et donc là, dans le cadre de cet ouvrage, on a mis à jour les données. Alors malheureusement, on s'arrête en 2012 parce qu'on voulait vraiment travailler sur des données définitives en matière de revenu national disponible brut. Donc, alors, voyez, sur ce graphique, qu'est-ce que je vous ai représenté? L'évolution de l'épargne véritable en pourcentage du revenu national disponible brut de la Nouvelle-Calédonie. Donc, voyez, on va de 1970 à 2010.
Et en fait, le fait remarquable, c'est que vous voyez que finalement, globalement, l'indicateur est supérieur à 0, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que finalement, la Nouvelle-Calédonie suit une trajectoire de développement soutenable. Alors, ceci dit, donc, je vais aller plus vite, mais vous voyez, j'avais fait un graphique pour vous donner ce qui se passe en 2012. Donc, vous voyez que qu'est-ce qui se passe en 2012? On a un taux d'épargne véritable de 4,3%, d'accord? Et en fait, pourquoi il y a cet excès? Pourquoi il y a ce chiffre positif? C'est que vous voyez que l'épargne brute et les dépenses en matière d'éducation réussissent à compenser la consommation de capital fixe, la dégradation du capital naturel, avec liée au nickel, et les émissions de pollution. Alors, il faut savoir qu'en fait, la soutenabilité de la Nouvelle-Calédonie, elle est très dépendante des transferts publics. Pourquoi elle est très dépendante des transferts publics? Parce que, vous voyez qu'elle est construite à partir de l'épargne brute, et cette épargne brute, elle dépend de quoi? Du revenu national disponible brut. Donc, tout choc négatif sur ce revenu national brut, sur ce revenu national disponible brut, donc un tout choc négatif, et notamment une baisse des transferts publics, va altérer cet indicateur d'épargne véritable. Donc je me suis amusée pour voir quel pourrait être maintenant l'impact d'une baisse des transferts publics. Alors déjà, vous allez avoir finalement un premier effet mécanique. Vous voyez, vous baissez les transferts, vous baissez le revenu national disponible brut, donc vous baissez l'épargne brute de votre économie, et donc par définition, vous allez baisser votre épargne véritable, et donc vous allez baisser votre soutenabilité. Donc je reprends les chiffres de 2012, donc je reprends les chiffres de 2012, donc tels qu'on les a calculés, tels que c'était c'est un scénario de status quo. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je dis qu'il y a une baisse de moitié des transferts publics? Donc vous voyez que déjà on n'est plus à 4,3%, on est à moins 2,3%. Maintenant, si j'enlève tous les transferts, j'arrive à moins 9,9%. Donc voilà, bien entendu, c'est un effet mécanique qui est lié à quoi? Qui est lié finalement au poids des transferts publics dans le revenu national disponible brut. Alors, bien entendu, cet effet mécanique, il est à relativiser, puisque si je regarde la trajectoire de l'épargne véritable, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que finalement, cette épargne véritable, elle est restée relativement stable, et ce, malgré la baisse des transferts publics depuis la fin des années 80. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une résilience de l'économie de la Nouvelle-Calédonie en matière de soutenabilité. Et donc, plus particulièrement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que face à la baisse des transferts publics, il y a d'autres relais de croissance qui se sont mis en place. Et donc, en fait, dans notre étude, on avait distingué 3 régimes d'accumulation. Donc, un premier régime d'accumulation qui correspond à ce que Jean Fraisse appelait l'économie assistée. Donc, dans ce régime d'accumulation, vous voyez que les transferts publics occupent une place très importante. Donc, ils vont avoir un effet multiplicateur sur l'économie et ils vont jouer un rôle important dans la soutenabilité, finalement, de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez ensuite un deuxième régime qui se met en place à partir de 1990, qui est un régime de rééquilibrage où vous voyez que l'épargne véritable, elle est maintenue à un niveau plus faible. Alors pourquoi elle est maintenue à un niveau plus faible? C'est en particulier parce que dans ce régime, finalement, c'est un mécanisme de rééquilibrage qui se produit avec une forte redistribution des revenus, donc qui va plus porter sur la redistribution des revenus que sur le financement de l'économie. Mais à partir des années 2000, il y a une phase d'industrialisation qui commence. On l'a déjà vu dans la première partie. Donc dans cette phase d'industrialisation, vous allez avoir une forte accumulation du capital productif qui est due à l'investissement dans les industries métallurgiques. Et donc, en fait, cet investissement va en prendre le relais petit à petit
des transferts publics, et c'est ce qui va permettre d'avoir une épargne véritable qui se maintient. Donc, vous voyez, si je vous représente un peu ce qui se passe en termes de formation brute de capital fixe, c'est la courbe en bleu. Vous voyez qu'à partir des années 2000, vous avez un nouveau régime de croissance qui est lié à l'investissement, notamment dans les industries métallurgiques et leurs effets d'entraînement. Alors, donc, j'ai plus trop le temps. Alors, donc, en fait, on voit que dans ce régime d'industrialisation, finalement, la trajectoire du développement de la Nouvelle-Calédonie est soutenable. Mais alors, il faut savoir qu'elle rencontre deux limites principales. C'est que cette stratégie d'accumulation, elle repose sur quoi? Sur l'exploitation du nickel. Donc, elle épuise une ressource qui est non renouvelable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle entraîne des dégradations environnementales qui vont faire baisser l'épargne véritable. Ça, c'est la première limite. Enfin, je terminerai par là. La deuxième limite, c'est que finalement, cette soutenabilité, elle s'appuie essentiellement sur du capital naturel, enfin, quand je parle du capital naturel du nickel, et sur du capital physique. Or, quand on regarde la composition de la richesse totale de la Nouvelle-Calédonie, on s'aperçoit que ça représente seulement 30% de la richesse et qu'il y a 70% de la richesse de la Nouvelle-Calédonie qui est expliquée par du capital immatériel. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on observe dans les autres petites économies insulaires. Donc, en conclusion, quand on se pose la question de la soutenabilité du développement de la Nouvelle-Calédonie, il faut forcément élargir son raisonnement aux seuls éléments de la comptabilité nationale. Et donc, il faut se poser la question de la diversification de l'économie. Alors, tout le monde dit que la Nouvelle-Calédonie est une économie diversifiée, mais là, quand je parle, se poser la question de la diversification de l'économie, c'est justement aller vers l'exploitation de tous ces capitaux qui représentent 70% de la richesse de la Nouvelle-Calédonienne et qui sont du capital humain, du capital social, comme un interlocuteur l'a dit, ça peut être notamment l'économie coutumière. Donc, merci de votre attention. Donc, merci beaucoup. On va immédiatement enchaîner, parce qu'on est déjà très en retard, avec Olivier Sudry, qui va nous parler de quel transfert public métropolitain à long terme et quelles conséquences pour la Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous, et je suis particulièrement content d'être parmi vous et je vais vous entraîner là pendant 20 minutes, en essayant de ne pas dépasser mon temps, dans un exercice de politique fiction. Ce sont les Anglais, finalement, qui sont les meilleurs dans ce genre d'exercice, et ça porte même un nom. Ce qu'on va faire ensemble dans quelques instants, ça s'appelle l'Uchronie. Alors c'est un gros mot, Uchronie, mais on connaît bien l'affaire. Vous savez, vous avez peut-être lu des romans, et si Napoléon ne n'avait pas avait gagné à Waterloo, ou plus cruel et plus difficile, et si Hitler finalement avait gagné la guerre, que serait-il passé? En fait, moi, l'exercice de politique fiction, c'est et si les transferts baissaient, voilà. Et vous allez voir que ça va vite virer au cauchemar. On peut pas traiter de tout, bien évidemment. Donc, je vais réduire l'analyse à 3 transferts. Et comme le temps va certainement me manquer, je vais accorder la priorité dans les 3 transferts que je voulais vous passer en revue. Je vais accorder la priorité, en fait, au deuxième. Premier transfert qui est immédiat, on a tous ça en tête, on le sait parfaitement. Dans les transferts publics, il y a un transfert de revenus au travers de la surrémunération. On y viendra si on a un petit peu de temps, parce que si on l'enlève, on va voir la claque. Je vous donne tout de suite la conclusion, on enlève les surrémunérations avec un effet d'induction sur la fonction publique territoriale, c'est 10 points de PIB en moins. 10 points de PIB. Le PIB, c'est, chez nous, 1000 milliards de francs pacifiques. Voilà, la conclusion est faite, comme ça, si j'ai pas le temps, au moins on aura l'info. Le dernier, transfert de capital, la défisque, et si la défisque venait à disparaître, on n'aura pas le temps, mais là c'est compliqué. Je vois déjà, pour bien connaître cette affaire, je vois déjà des secteurs qui vont effectivement énormément souffrir, et je pense notamment au logement social. 80% des dossiers de défisque de l'année 2016 sont en faveur du logement social. On retire ça.
ça se retrouve immédiatement dans le coût des loyers. 1/6 du programme Tuban, SIC, bien évidemment, financé grâce à la défisque. Et puis, je vais en fait regarder quelque chose qui est pas évident. C'est pour ça que j'ai, en fait, finalement, quelque part, j'ai pas la souris ici. C'est un transfert en creux qu'on ne voit pas, mais dont le montant au final est bien supérieur aux 150 milliards de transferts, je dirais classiques, de transferts métro. C'est le transfert de pouvoir d'achat à travers la monnaie et notamment la surévaluation. Alors là, il faut que je m'explique parce que rien n'est évident à ce sujet. On n'a certainement pas conscience dans notre vie quotidienne, quand nous faisons nos courses, finalement, que nous avons, grâce à la parité du franc Pacifique, un pouvoir d'achat international que nous ne devrions pas avoir si nous avions la souveraineté monétaire. Il faut le mesurer, ce pouvoir d'achat. C'est pas évident, mais le graphique qui est là, on va pas tout regarder, nous dit la chose suivante. Et il va nous permettre de mesurer la surévaluation. Si nous avions une monnaie bien cotée, à sa juste valeur, eh bien normalement, elle devrait nous permettre d'équilibrer nos échanges extérieurs. Les échanges extérieurs, c'est réducteur, mais au moins les approcher par la balance commerciale. Ce que l'on vend à l'étranger, les exports, moins ce qu'on lui achète, marchandises. Et vous voyez que normalement, et là c'est le film, je sais pas si c'est visible, ça, oui, à peu près. C'est le film depuis les années 70. On aurait, attendez, excusez-moi, là c'est parti trop vite. Voilà. On n'aurait jamais dû quitter la barre rouge. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir, être tout le temps export égale import. Si on a décroché, et on le voit à partir de 2005, le grand décrochage, c'est les importations liées aux usines. Si on a décroché, ça veut dire tout simplement que notre monnaie n'est pas bien évaluée. Elle nous a permis d'importer plus que nous n'avons exporté. Voilà ce que ça veut dire. Vous avez ça sous les yeux, je les commande pas. C'est pas rien, c'est pas dans l'épaisseur du trait, la surévaluation. Puisque là, en termes simplement de l'approche de la mesure de la balance commerciale, en 2016, le déficit c'est 12% du PIB. Si nous avions une monnaie souveraine, dans un État souverain, les autorités monétaires internationales, je pense au FMI, auraient sifflé à la fin de la partie depuis belle lurette, et auraient dit, attendez, non, ça c'est fini. C'est plus possible. Donc on a, grâce à la dévaluation, un transfert de pouvoir d'achat. Ces effets, avant de regarder que se passerait-il si on était obligé d'être sur la barre rouge en permanence, et là ça va être la catastrophe. Avant de regarder ça, regardons un peu ces effets dans le rétroviseur. Avant de faire de la politique fiction, regardons le passé. C'est des effets un peu ambigus sur la demande. Sur le monde intérieur, la nôtre, celle des ménages, c'est clairement un avantage. Ça nous fait un gain de pouvoir d'achat. Nous pouvons acheter des produits importés, puisqu'en fait, exprimés, je dirais, en monnaie, en francs pacifiques, ils sont moins chers que ce qu'ils devraient être si le franc pacifique avait décroché. Donc nous avons un réel gain de pouvoir d'achat, notamment au niveau des ménages. Ça, c'est sur la demande intérieure. Mais on se doute bien que, en ce qui concerne la demande extérieure, la surévaluation du franc, que l'on a pu mesurer au travers de la balance commerciale, c'est une perte de compétitivité. La compétitivité, c'est un sujet sur lequel on va revenir sûrement constamment cet après-midi. C'est un sujet phare pour le nickel, notamment. Son chiffre d'affaires, il est exprimé en dollars. Là, je jargonne un peu, il est price taker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, c'est pas la SLN ou les autres opérateurs qui font le prix au LME. Ce prix s'impose à eux. En revanche, les coûts d'opération, ce qu'on appelle les OPEX, eux, sont, et notamment la masse salariale, exprimés en francs pacifiques. Et elle coûte cher, cette masse salariale en francs pacifiques, en raison justement de la surévaluation du franc par rapport à l'euro et donc aussi par rapport au dollar. Sur l'offre, on est tous gagnants globalement pour tous les secteurs de l'économie de cette surévaluation, de ce transfert de revenus en creux, qui est lié à notre régime monétaire. Pourquoi? Ça nous permet d'acheter du capital normalement moins cher que ce que nous aurions dû payer. Imaginez une dévaluation de 50 ou de 100% de notre monnaie. Et refaites les calculs, je sais que parmi vous, il y a bon nombre de chefs d'entreprise ce matin, refaites les calculs du coût d'une machine. Refaisons les calculs, et là maintenant on n'est plus dans les CAPEX, on est dans les OPEX, du litre de pétrole, exprimé en francs. Vous voyez que on a une véritable bouffée d'oxygène, grâce à la surévaluation. Mais d'un autre côté,
on n'est pas tous gagnants de la même façon. Les secteurs qui sont abrités de la compétition internationale, je pense aux services, mais Jean-David Nodel l'a dit tout à l'heure, et à très juste titre, en fait, ce qu'il estime être vraiment exposé, c'est 5% du PIB. Donc une partie même qu'on considère exposée est en fait abritée. Les secteurs abrités sont globalement gagnants, parce qu'ils n'ont pas à se frotter à la compétition internationale. En revanche, la surévaluation rend difficile les exportations en dehors du nickel, et donc rend difficile les substitutions d'exportation, et on va y venir dans quelques instants. Élément de bilan. Alors c'est là où je vais vous proposer, si la souris... voilà. Je vais vous proposer un petit scénario. Et alors là, c'est vraiment de la politique fiction. Ce scénario, je l'ai rédigé il y a quelques années, à l'occasion du schéma NC 2025, dans lequel je fais une modeste contribution, et je me suis posé la question... Si on avait dû, au début des années 90, et vous voyez le schéma, il commence à peu près à cette période-là, et si on avait dû, au début des années 90, ajuster notre monnaie de façon à respecter l'équilibre de nos échanges extérieurs, et l'ajuster pas une fois, mais en permanence, d'accord? Eh bien, en fait, au lieu d'avoir une croissance qui est la nôtre, qui fut la nôtre, c'est celle de la courbe bleue, hein, celle-là, on l'a tous vécue, surtout depuis les années 90. Hein, au lieu d'avoir cette formidable croissance économique de la courbe bleue, eh bien on aurait navigué depuis les années 90 jusqu'au début des années 2010 sur la courbe rouge. La différence s'appelle une perte de pouvoir d'achat, donc ça veut dire un versement en creux, c'est le gain du pouvoir d'achat lié à la monnaie. Et je l'ai chiffré. Sur cette période, c'est la différence, hein, sans rentrer dans les problèmes mathématiques, c'est un calcul d'air. Eh bien la différence, ça fait en moyenne 220 milliards par an de transferts en creux. Et sur la période, on n'est pas à 140 milliards ou 150 comme aujourd'hui, on était à 110 milliards en moyenne. Ça veut dire en fait que les transferts liés, et c'est un peu compliqué, j'en ai bien conscience, mais les transferts liés grâce à la surévaluation de la monnaie et notre régime monétaire, c'est 2 fois les transferts classiques pour les DUC, pour les plans de développement et autres, et le financement de la masse salariale. 2 fois. 2 fois. Vous imaginez bien que si on les perd, il va se passer des choses et qui sont assez désagréables. Ah, mince. Non, excusez-moi, il faut que je revienne là. Il y a aussi au-delà de cet effet positif qu'on vient de voir, hein, ça nous a permis d'avoir finalement un pouvoir d'achat et de vivre mieux en Calédonie grâce à cette monnaie forte. Très forte. D'un autre côté, une monnaie forte, on le sait, c'est aussi une perte de compétitivité. Ça va expliquer aussi, et Jean-David et Élise l'ont montré à travers les slides de tout à l'heure, ça va expliquer aussi pourquoi, quand on n'est pas compétitif, on va se protéger. Ça explique pourquoi aussi on a des déformations structurelles. Déformation d'ailleurs ou pas, je dirais la nature s'adapte à tout. Hein. Quand on est avec une monnaie trop chère, on n'arrive pas à vendre. Eh bien, en fait, on va dans les secteurs où la compétition internationale ne nous touche pas. C'est logique, c'est normal. Et par ailleurs, quand on veut faire la substitution, et ça c'est un peu moins bon, quand on veut faire la substitution d'importation, Jean-David évoquait une usine par exemple de plasturgie qui fabrique des tubes en PVC. On pourrait en citer d'autres. Je crois qu'on a cité Biscochoc à travers du Nutella ou des choses comme ça. Quand on veut faire ça, alors que finalement on a une monnaie qui est très chère, et avec notre monnaie on pourrait s'acheter des vrais pots de Nutella pour pas rester sur cet exemple trop longtemps. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien on met des barrières. On se protège. Vous voyez que normalement l'activité de fabrication de la pâte croustillante, je sais pas comment on l'appelle officiellement, cette activité normalement, sans protection, historiquement, on n'aurait pas pu l'avoir. La protection, c'est la vie chère aussi. La vie chère, elle tient en partie. Hein, on évoquait les inégalités comme moteur aussi de la vie chère. Eh bien, la protection, elle vient en fait récupérer une partie du pouvoir d'achat international qui nous est apporté par la surévaluation de la monnaie. Donc, continuons, et maintenant faisons d'ailleurs, on va rester uniquement sur la monnaie, parce que je vois que je vais déborder sinon. Faisons nos fameux scénarios pour le futur. Il y en a un premier, non traité, mais là je vous livre mon point de vue sans détour. Vous savez que je ne parle pas la langue de bois, je n'ai pas commencé ce matin avec vous. Le statu quo est certainement pour la Calédonie le meilleur statut possible. Voilà, j'ai livré mon point de vue. Il est très critiquable et j'espère que vous le critiquerez au moment des questions-réponses. Restons dans la zone franc, ne jouons peut-être pas l'ajustement cambiaire. Nous avons d'autres façons d'être meilleurs que de jouer aux apprentis sorciers à toucher au taux de change. Voilà ma position. Mais on est dans le débat dans 5 minutes. Par contre, il faut aussi voir alternativement, et si on changeait de politique et là, on a 2 grandes voies.
soit on est un peu dans une philosophie de type franc CFA. Vous savez, c'est le franc qui n'est pas dans le Pacifique mais qui est en Afrique, que l'on a dévalué massivement. On lui a coupé la moitié de sa valeur en 1994. Mais les pays qui partagent le franc CFA, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, sont restés dans la zone franc. Ça, c'est un premier scénario. Et puis, il y en a un autre, parce que là, vraiment, c'est le scénario du pire, du plus difficile, c'est la face nord de l'Himalaya pour la Nouvelle-Calédonie. C'est le début des énormes soucis, et c'est si on avait notre souveraineté monétaire et assurer la convertibilité. Et je vais vous montrer pourquoi ça va être la face nord de l'Himalaya, tout ça. Il faudra, du jour au lendemain, supposons qu'on ait une Banque nationale de Calédonie, continuons dans le scénario de politique fiction, la Banque nationale de Calédonie, à sa tête un gouverneur, ce gouverneur, il dort plus. Il dort plus, pourquoi? Parce qu'en fait, non mais je rigole comme moitié parce que je suis intervenu dans des pays où effectivement, en plein marasme, les gouverneurs de banque centrale, et vous allez voir, étaient tétanisés. Ils ouvraient tous les matins, c'est une image, bien sûr, ils ouvraient le tiroir caisse en disant que je sais combien de dollars et je sais combien de bateaux de farine, de nourriture, de médoc, et je les ai pas les dollars. Et les bateaux repartaient. Les bateaux repartaient parce que quand on est dans une situation de stress, passez-moi l'expression, elle est peut-être vulgaire, mais elle est bien connue dans le monde des affaires, on paye au cul du camion. C'est-à-dire, en fait, on paye les cargos, c'est le commandant de bord, enfin le commandant qui descend et qui se fait régler comme les mauvais avions des mauvaises compagnies. Regardons. Quelle est la capacité de notre économie à assurer l'équilibre permanent de sa balance des paiements, c'est-à-dire l'ensemble des flux qui vont et viennent avec le reste du monde? C'est pas évident. Ça va reposer sur notre capacité à accroître nos exportations. En premier lieu, cet après-midi, on va voir la capacité du secteur du nickel. On a dit que c'était une spécialisation. Est-ce que le nickel peut nous permettre demain, je vais faire jouer le suspense comme dans les meilleurs feuilletons, on verra ça cet après-midi, mais est-ce qu'il peut nous permettre demain d'avoir les ressources en dollars nécessaires pour financer toutes nos importations? Mais comme j'ai pas envie de faire durer le suspense, la réponse est non. Attendons pas tout du nickel, on y revient cet après-midi. Il faut aller chercher ailleurs. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon d'économiste, il faut faire de la substitution d'exportation. On dit très concrètement, chez nous, ici, on l'appelle l'après-nickel. Ça, c'est un vrai sujet. L'après-nickel. Mais alors là, on a beaucoup... Alors l'après-nickel, ça peut être dans le tourisme, ça peut être dans l'aquaculture, ça peut être dans le numérique, ça peut être dans beaucoup de thématiques qui m'échappent. Mais on aura quand même, si notre monnaie se déprécie, et on a vu qu'elle devait se déprécier nécessairement, puisqu'on a un gouffre de déficit actuellement, ça va majorer les coûts de production, et ça va majorer aussi les coûts du capital. OPEX, c'est les coûts opératoires, CAPEX, les coûts du capital. Suite à la dévaluation. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, la dévaluation ne nous permettra pas mécaniquement de rééquilibrer. Il va falloir faire des gains de productivité, de façon en fait à produire moins cher et à devenir, je dirais, compétitif sur le marché international. Pourquoi on plafonne avec le nombre de touristes depuis des années? C'est parce qu'on n'est pas très bon. À la fois en termes de compétitivité, prix principalement, mais aussi peut-être de qualité, ça c'est autre chose. Là, il faut retrousser ses manches, il faut faire de la compétitivité pour retrouver des marchés à l'export. Et alors, oui, en une seconde, et ne parlons pas de niche, ne parlons pas de niche qu'on pourrait exploiter, parce que ça c'est la tentation. Non, là c'est pas des niches, c'est 12% du PIB qu'il faut rééquilibrer. Le PIB c'est 1000 milliards chez nous. Vous voyez l'enjeu, c'est pas une ou deux petites expériences, tout aussi favorables soient-elles, qui nous sortira d'affaire. C'est massif, les gains de productivité qu'il faudra faire pour retrouver de la compétitivité à l'export. De l'autre côté, du côté des importations, tous mes confrères ont insisté là-dessus, et bien mieux que moi, je vais pas... C'est vraiment très difficile de faire de la substitution d'importation dans des conditions d'ultra-périphéricité. C'est quoi l'ultra-périphéricité? C'est une petite économie. Quel marché pour 300 000 personnes? On fabriquera jamais de voitures, on fabriquera jamais d'autres produits, on fabriquera jamais d'ordinateurs. On est loin, et c'est zéro. Donc voilà. Oh, là, vous me rabiotez 5 minutes quand même. C'est zéro en anticipation. Je termine très vite. Là aussi, les coûts seront majorés. L'impératif pour faire de la bonne substitution d'importation, sans protection, qui nous protège faussement d'ailleurs, qui participe à la vie chère, alors que justement on a besoin d'une vie bon marché pour être compétitif. De nouveau, le discours, c'est oui, on peut y arriver, mais alors il faut vraiment retrousser ses manches. Environnement institutionnel, je passe très vite. Il y aurait un choix.
Si on était souverain, est-ce qu'on reste? Alors, si on est souverain, non. Là, on est obligé de sortir de la zone franc. Et je vais terminer là-dessus. Après, si on reste dans la zone franc, eh bien finalement, qu'est-ce qu'on fait? On a un choc cambiaire, on dévalue massivement la monnaie, mais après, ça bouge plus. Depuis 94, le franc CFA n'a pas bougé de valeur. Ça pourrait être une option. D'accord? Par contre, si on sort de la zone franc, faut pas se leurrer, on sera en change flottant, avec tous les effets pervers que ça pourrait avoir, notamment sur les anticipations des agents, sur les risques. Et puis vous allez voir, je vais passer encore plus vite, j'entends souvent, et si on faisait un PEG, là il faut pas que je jargonne, c'est un arrimage. Là nous sommes dans un PEG avec l'euro, 8,38, pour 1000 francs Pacifique. Ça c'est pas écrit dans le marbre, c'est pas vrai, mais c'est soudé. D'accord? On pourrait dire, mais l'euro, c'est loin, faisons du dollar, australien, néo-zélandais, oui, mais il faut avoir les réserves de change pour maintenir le PEG. Hein. Où va-t-on les avoir? Comment a-t-on une réserve de change? Une réserve de change, c'est quoi? C'est des dollars qu'on n'a pas dépensés pour importer. Vous vous rendez compte, là, on va serrer la vis à l'économie pour dire, bah non, on n'utilise pas ces dollars, on les met en réserve de change pour nous aligner sur des dollars néo-Z, par exemple. Et puis, finalement, la souveraineté monétaire, je vais vous montrer pourquoi, je terminerai là-dessus, parce que là, c'est le cauchemar, c'est la fin du nickel. C'est la fin du nickel. Pourquoi? Parce que les opérateurs internationaux qui sont venus ici, en Calédonie, pour exploiter le nickel, bah eux, c'est de l'autre côté du tableau. Eux, ils sont partis sur l'hypothèse que la convertibilité sera illimitée. Interne, illimitée. Ils ont une garantie. Du jour au lendemain, moi, patron de la Banque centrale calédonienne, j'ai à gérer au quotidien mon tiroir caisse. Et je vois arriver le patron d'une des trois, voire les trois en même temps d'ailleurs, le patron des trois entreprises sidérurgiques, et qui me dit, on aimerait bien maintenant avoir des dollars parce que, alors je vais leur dire pourquoi, parce que vous avez besoin de fuel ou d'acide pour fabriquer du nickel. Il dit, bah non, on a besoin de dollars pour rémunérer nos actionnaires qui attendent ces dollars. Hein, les dollars que nous avons récupérés à l'export quand on a un contrôle d'échange. Moi, banquier, j'ai dit, par ici, la monnaie. Et ils les ont plus, les dollars en poche, alors qu'ils les ont aujourd'hui. Hein. Là, je dis, je prends les dollars des exportateurs du nickel, je leur convertis ça dans la monnaie qui sera la monnaie souveraine. Ils se retrouvent avec de la roupie de Sansonnet. Passez-moi l'expression, mais c'est bien ça. Et puis après, ils veulent sortir leurs dollars en disant, mais moi, j'ai à rembourser mes emprunts en dollars, j'ai à rembourser mon actionnaire à temps. Lui, c'est un return on equity, sinon il n'aurait jamais investi un centime chez vous. Et moi, de l'autre côté, je regarde dans le port, et j'ai des bateaux de farine, j'ai des bateaux de biens nécessaires à la population, j'ai des médocs. Et qu'est-ce que je fais quand je suis banquier central? Parce que ça, je l'ai vécu. Je dis, et là je me retourne vers Thierry, il n'y a pas. Voilà. J'arrête là parce que là j'ai effectivement épuisé mon temps. Les autres sujets, on aura le temps un jour ou l'autre de les traiter ensemble. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup Olivier Sudry. Encore une fois, comme on a beaucoup de retard, on enchaîne immédiatement avec la présentation de Jean-Pierre Lieb sur quelle réforme fiscale en cas de baisse des transferts. Bonjour à tous. J'ai l'impression qu'il ne marche pas. Vous m'entendez ou pas? Ah voilà, il a été éteint. Bonjour à tous. Merci beaucoup Samuel de m'avoir invité à ce colloque. Et en guise d'introduction, je voudrais partager avec vous une réflexion que je me suis faite tout au long de la matinée. C'est que, alors même que les différents intervenants ne se sont pas, me semble-t-il, nécessairement concertés sur le contenu de leurs interventions, au moment où je prends la parole, je me trouve être dans une parfaite continuité avec ce qui s'est dit, alors même que la matière que je suis censé aborder est une matière un peu distincte, bien que liée, avec les préoccupations économiques qui ont été évoquées. Et quand j'ai reçu le sujet de Samuel, je me suis posé la question de la manière dont j'allais y répondre à cette question.
Dans le passé, je me suis posé un certain nombre de questions sur la structure de la fiscalité en Calédonie. Je me suis posé la question de la fiscalité indirecte, de la fiscalité directe, de la patente, des différents régimes de protection de l'industrie locale. Et la pente naturelle face à une telle question, c'est naturellement de rentrer dans la mécanique que vous connaissez de votre fiscalité et de se dire comment peut-on, au-delà de 2018, subvenir aux besoins croissants de la Nouvelle-Calédonie. Et je me suis dit que c'était pas la bonne manière de répondre à la question. En effet, quand on pose le stylo, et je pense que les propos tout à l'heure d'Olivier ont été d'une clarté et d'une limpidité remarquables, on s'aperçoit que si on supprime les transferts, vous aviez ce matin, je crois, dans un des tableaux de Jean-David Naudet, une illustration parfaite de cet effet. Si on supprime les transferts, on a une augmentation brutale des prélèvements obligatoires. Et donc, on passe d'une extrémité à l'autre du spectre des pays en termes de prélèvements obligatoires. C'est naturellement pas soutenable, pour reprendre une expression de ma voisine. Alors, comment faire ? Et il n'y a pas 36 manières de réagir face à cette situation. On peut naturellement essayer de chercher d'autres assiettes internes. Mais chercher d'autres assiettes internes, c'est justement arriver à une augmentation massive des prélèvements obligatoires. Et donc, ça renvoie en réalité à autre chose qui est comment sort-on intelligemment de la serre qui nous a été très bien décrite ce matin. Alors, quel est le lien avec la fiscalité ? Eh bien, le lien avec la fiscalité, c'est que souvent, la fiscalité est un outil au service d'une vision économique. Et c'est comme ça que j'ai abordé le sujet qui m'a été confié. En me posant la question tout simplement du contexte dans lequel nous étions. On était aujourd'hui dans un système fiscal complexe et pour partie daté. Je passe très rapidement sur ces sujets. On a une gestion des ressources fiscales qui est rendue complexe par l'organisation institutionnelle et administrative. Vous avez un millefeuille institutionnel qui est le résultat de votre histoire, mais qui implique des contraintes très fortes pour les gestionnaires des différents budgets. On a un effort financier très important consacré par la collectivité à deux secteurs. Le secteur du nickel, avec des systèmes d'accompagnement ou d'exonération très fortes au profit de cette industrie. Et puis on a un secteur protégé sur lequel on a eu des commentaires assez nourris ce matin, qui bénéficie de très fortes exonérations protégeant celui-ci de l'influence extérieure. On a aussi une fiscalité directe qui pèse sur les opérateurs économiques, qui est ancienne, le fruit du passé. C'est le fruit d'une fiscalité coloniale, entre guillemets. Donc c'est avant le modernisme de la fiscalité que l'on connaît dans l'ensemble des pays du monde. Donc vous avez des strates de fiscalité avec vraiment des réminiscences du passé. Et puis vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous basculez en matière de fiscalité indirecte d'une fiscalité d'octroi, c'est-à-dire je paye à l'entrée, à une fiscalité beaucoup plus moderne qui s'étale sur l'ensemble des opérateurs en essayant d'incarner un principe de neutralité qui est une chose importante en matière économique. À côté de ça, vous avez une dépense publique extrêmement dynamique et je ne reviendrai pas sur ces éléments-là. Je voudrais juste mentionner, parce qu'on l'oublie souvent quand on parle de dépenses publiques, que vous avez une tendance naturelle à favoriser la dépense fiscale, qui est une charge cachée, mais qui pèse néanmoins sur l'ensemble des acteurs économiques. Et puis, vous avez une exposition à l'incertitude, c'est-à-dire une sensibilité quand même à la conjoncture extérieure, en dépit du fait que j'ai bien noté que vous aviez une économie qui était relativement forte. Et vous avez aussi cette immense aléa sur les transferts venant de la métropole. Alors, comment faire face à cela ? Et je rejoins dans mon approche, et c'est vraiment absolument pas concerté, la présentation qui a été faite par Catherine ce matin. Alors, elle a abordé le sujet sous un angle économique, et moi, je vais l'aborder sous un angle fiscalo-économique.
Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, la question de fond, si on se projette dans l'avenir, c'est comment accroître le gâteau calédonien. C'est pas comment je vais taxer le gâteau qui existe, c'est comment je peux essayer de trouver, en regardant ce qui se passe dans le monde, des économies qui ont été confrontées à des situations analogues, comment je peux essayer d'attraire plus d'assiettes sur le territoire calédonien. Alors, ça implique d'abord un effort de benchmark. Enfin, avant le benchmark, ça implique d'abord un effort de regard critique sur soi-même. C'est quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Et c'est pour ça que j'ai fait une analyse SWOT. Alors, SWOT, c'est l'acronyme anglo-saxon pour force, faiblesse, opportunité et également menace. Et puis, après, passer un benchmark, aller regarder un certain nombre d'autres économies proches, analogues ou confrontées à des situations identiques à celles de la Calédonie pour essayer d'en trouver des enseignements qui peuvent inspirer une manière de revisiter la manière dont on conçoit le développement économique en Nouvelle-Calédonie. Alors, quelles sont les forces? Les forces, elles sont elles ont été d'ailleurs assez bien illustrées ce matin. On a d'abord, en termes fiscaux, une large autonomie. Et ça, c'est un élément primordial parce que comparé aux autres outre-mer français, je pense notamment aux Antilles, vous avez cette capacité d'inventer votre propre fiscalité. Ça, c'est une force immense. Vous êtes en plus arrimé, d'une manière ou d'une autre, à l'Europe. Mais vous avez l'immense bénéfice de ne pas en subir les contraintes. C'est-à-dire que vous avez un accès au marché européen sans avoir à supporter la législation européenne et notamment toutes les contraintes qui existent en matière d'État. Donc vous avez une capacité à imaginer votre fiscalité de telle manière que celle-ci soit véritablement en appui de votre vision économique. Vous avez également des structures financières avec un réseau bancaire qui est lui-même adossé à un réseau bancaire international. Donc vous avez potentiellement dans ces forces de quoi bâtir une vision différente de votre économie. Alors face à ça, vous avez quand même un certain nombre de faiblesses. Parmi ces faiblesses, vous avez naturellement l'éloignement géographique, vous avez le coût de la main-d'œuvre qui a été assez largement abordé avec une productivité qui mérite d'être sensiblement améliorée. Vous avez des structures de formation sur place qui sont limitées, même si on a souligné ce matin l'évolution très positive du niveau de formation depuis une trentaine d'années. Vous avez aussi comme autre sujet une fiscalité qui est pas forcément en ligne avec une vision moderne de ce que pourrait être une économie insulaire. Mais à côté de ça, il y a un certain nombre d'opportunités. Alors quelles sont ces opportunités? C'est que vous avez un paysage fiscal international qui est en train d'être bouleversé et d'être changé. Alors, ce paysage fiscal qui est en train de changer, je vais y revenir, mais il a une incidence assez immédiate sur les modèles qui vous ont été présentés ce matin. On vous a présenté un certain nombre de modèles de développement économique, et vous aviez notamment le modèle Profit, si mes souvenirs sont exacts, qui repose en partie sur l'attractivité fiscale, sur les paradis fiscaux. Alors les paradis fiscaux, j'y reviendrai, ont tendance à appartenir aujourd'hui au passé. Ça ne veut pas dire que la matière fiscale n'offre pas des latitudes nouvelles pour accompagner une économie qui souhaite s'insérer dans l'ordre économique international. Vous avez aussi dans les opportunités un point important qui est, à mon sens, insuffisamment pensé et réfléchi en termes stratégiques, c'est que vous avez la capacité à faire de votre droit ce que vous voulez. Vous avez la main sur le droit commercial, vous avez la main sur le droit des affaires, vous avez la main sur le droit civil. Et vous êtes d'influence française, continentale, donc de droit civil romain, dans un monde entouré d'anglo-saxons. Vous avez la capacité en termes juridiques d'inventer un hybride prenant le meilleur des deux mondes. Et aujourd'hui, dans un monde économique ouvert, la capacité des pays à inventer de nouveaux concepts juridiques est un facteur d'attractivité qui est extraordinaire. Donc ne mésestimez pas cet avantage que vous avez et que peu ont
en tout cas, peu ont cette capacité à mélanger à la fois habilement des concepts juridiques continentaux avec des concepts anglo-saxons. Et puis vous avez des menaces. Alors, les menaces, il y a au premier rang l'instabilité politique. Un investisseur international est naturellement extrêmement rétif à l'instabilité politique, parce que l'instabilité politique, c'est le germe de l'insécurité juridique. Et quand on investit pour longtemps et on a envie d'être certain de son avenir. Deuxième menace, c'est naturellement l'évolution de l'aide financière venant de la métropole. Et puis, votre autre faiblesse, mais on l'a vu et je ne vais pas y passer du temps, c'est votre exposition au cours du nickel. Alors, compte tenu de ces différents éléments, comment peut s'articuler l'exemple calédonien avec d'autres modèles que l'on connaît? Alors, j'ai fait une petite liste de quelques pays en prenant comme principale caractéristique le fait que vous aviez une dimension insulaire. L'insularité est, à mon sens, ce qui caractérise le mieux la Calédonie en termes économiques. De la même manière qu'on dit que la Grande-Bretagne est d'abord une île, la Calédonie, c'est un facteur insulaire. Parce que ça crée une barrière physique importante, et aujourd'hui, les coûts d'approche en termes économiques sont des éléments importants, mais n'oublions pas que nous ne vivons pas que dans un monde qui produit des biens, on est aussi dans un monde qui produit des services, et des services dématérialisés, et donc quand on est sur des services dématérialisés, la distance n'est absolument pas un problème. Et puis, le fait que vous soyez dans un système qui repose sur une économie, sur un capital naturel comme le nickel, vous a probablement empêché d'être confronté à des questions que se sont posées d'autres États insulaires qui n'avaient pas ce filet de sécurité, cette poire pour la soif. Et il y a un moment où il faut savoir mettre la poire pour la soif de côté et se regarder en face en disant comment je peux rebondir avec cette analyse en termes d'avantages, en termes de force, en termes de faiblesse, de manière intelligente, et trouver un chemin de croissance qui me permet de m'insérer dans l'ordre international. Alors j'ai pris de manière arbitraire, oui, mais quand même pensée, un échantillon de pays qui sont aussi des îles. Et j'ai essayé de les comparer et de mettre en évidence des stratégies économiques adossées à des stratégies fiscales assez différentes. Les Bermudes, tout d'abord. Alors les Bermudes, a priori, à part le soleil, on ne voit pas ce qui peut attraire des investisseurs là-bas. Les Bermudes ont inventé un modèle remarquable qui a été d'être et d'être toujours le réceptacle des captifs d'assurance du marché nord-américain. Et ils ont bâti une stratégie économique et une stratégie fiscale pour attraire des capitaux importants venant d'Amérique du Nord, les gérer et vivre sur ces flux économiques, alors même que vous n'aviez aucune ressource naturelle. Et pour ce faire, ils se sont dotés d'institutions financières, d'un droit ad hoc et d'une fiscalité remarquablement attractive. L'autre extrémité du spectre, Singapour. Singapour, une réussite extraordinaire. Alors même que, certes, il y a un port, un superbe port, mais quel a été le pari de Singapour? Le pari de Singapour a été la formation, un haut degré d'exigence sur la nature des investissements qui sont réalisés sur place, une administration fiscale extraordinairement performante, pragmatique, et une fiscalité modérée, mais pas inexistante, une fiscalité modérée et pragmatique dans son approche. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un investisseur, que vous vous installez à Singapour, vous pouvez bénéficier d'une fiscalité accompagnante et bienveillante pendant une période d'installation qui va croître progressivement, mais l'administration fiscale singapourienne, pour vous accueillir, va exiger que vous implantiez des emplois. Et pas n'importe quel emploi, pas des emplois à bas coût, des emplois qualifiés qui vont nourrir l'économie locale. Jersey. Alors, Jersey, petit îlot au large des côtes françaises. Comment Jersey a assuré sa viabilité? Tout simplement en bâtissant une économie sur le droit, notamment les trusts.
utilisant leur capacité à abriter des fonds et une fiscalité extrêmement favorable pour fructifier ou faire fructifier l'argent des autres. Maurice. Là aussi, vous allez à Maurice, une belle île, mais vous n'avez pas de ressources naturelles. Le modèle de Maurice a été pendant de nombreuses années d'être le sous-traitant de l'Europe. Et puis, progressivement, ils ont changé de modèle et ils se sont aperçus qu'avec une convention fiscale remarquablement pensée avec l'Inde, ils ont pu capter tous les flux et tous les investissements internationaux au profit de l'Inde. Et ils sont devenus, en plein milieu de l'océan, une place financière indienne remarquable. Cuba, c'est un autre modèle, c'est un modèle collectiviste, hein, mais sans ressources. Alors, Cuba arrive à vivre sur ses propres moyens, avec quand même beaucoup de transferts. Hein, des transferts venant autrefois de l'URSS et aujourd'hui d'amis politiques. Mais le modèle cubain est un modèle complètement différent des autres, qui montre qu'on peut réussir à vivre sans ressources, mais avec quelques transferts importants, mais avec le prix d'un niveau de vie extrêmement bas. L'Irlande, dernier point. Alors l'Irlande, mais j'aurais pu prendre d'autres îles européennes, j'aurais pu prendre Malte. Un choix clair en termes de stratégie économique, qui est il faut fournir de l'emploi à ma population, parce que ma population, sinon, elle part. Et quelle a été la stratégie, notamment la stratégie économico-fiscale de l'Irlande? C'est une stratégie qui s'est adaptée dans le temps. Dans les années 80-90, c'était un lieu où vous aviez des niches fiscales. Et donc, vous aviez des entrepôts fiscaux, notamment en matière de services, qui avaient vocation à attirer les investisseurs venant hors d'Europe, et notamment les investisseurs américains. Ce modèle a été sérieusement attaqué par, j'accélère, a été sérieusement attaqué par l'Union européenne. Ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils sont passés à une fiscalité générale, non pas de niche, mais faible. Aujourd'hui, c'est le deuxième pays d'Europe à avoir le taux de d'IS le plus faible. Mais la contrepartie, c'est qu'ils sont la plateforme d'accueil de tous les investissements internationaux américains en Europe. Et ils ont un taux de chômage, vous pouvez le voir, extrêmement bas. Alors, que tirer comme enseignement de tout cela? Première chose, comme je vous l'ai dit, le paysage fiscal international change, et il change notamment sous les effets d'un projet qui s'appelle le projet BEPS, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est porté par l'OCDE et qui est aussi porté par le G20, et qui vise à remettre un peu d'ordre dans la fiscalité internationale en insistant sur la nécessité d'une plus grande cohérence, d'accepter une fiscalité en ligne avec les fonctions qui sont localisées dans un pays, au prix d'une transparence accrue. Alors, ceci a une conséquence assez immédiate, c'est que ça met un terme au modèle des paradis fiscaux tels qu'on les connaissait jusqu'à présent. Parce que des États même extrêmement rétifs à rentrer dans l'ordre fiscal international comme le Panama sont en train d'y rentrer de manière claire et nette. Et donc la stratégie consistant à dire on passe en dessous du radar, aujourd'hui n'est plus une stratégie pertinente. Pour autant, rien n'empêche d'avoir une fiscalité attractive. Rien n'empêche d'avoir une fiscalité adaptée à un projet économique. Pour autant que ceci ne se bâtisse pas sur quelque chose qui soit erroné ou qui soit vide de sens. Et un des éléments importants, c'est que vous pouvez avoir une fiscalité attractive si vous avez la substance derrière. Alors la substance, c'est quoi? C'est des personnes qui incarnent les fonctions qui sont incarnées par l'entreprise. Donc vous pouvez très bien avoir une fiscalité extrêmement attractive pour abriter la propriété intellectuelle, pour autant que vous ayez dans les structures où sont localisés les droits de propriété intellectuelle des gens qui s'occupent de maintenir ou de défendre cette propriété intellectuelle ailleurs dans le monde. Et donc ça, c'est une extraordinaire opportunité, parce que alors qu'autrefois, comme le Liechtenstein, vous pouviez avoir beaucoup de boîtes postales vides, mais finalement pas beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, l'attractivité nécessite de la part des investisseurs internationaux de localiser des personnes, du capital humain, derrière les fonctions.
Et quand vous commencez à localiser du personnel, eh ben, vous apportez des revenus, vous avez des externalités positives sur le reste de l'économie et vous pouvez avoir un effet d'entraînement. Alors, j'en arrive à la conclusion, je suis désolé, mais le temps passe vite. C'est quelques pistes de réflexion. Alors, j'en donnerai deux, et de manière brève. La première, si on se place, parce que c'était une demande de Samuel de se placer dans deux cas de figure. On reste arrimé à la France métropolitaine ou on prend le vent du large. Alors, si on reste arrimé à la France, je lance une idée aux responsables politiques qui sont ici. Vous avez la capacité d'utiliser l'ensemble des forces qui sont les vôtres pour offrir un deal à la métropole. C'est d'être le pavillon de complaisance fiscale de la métropole. Alors, ça paraît saugrenu dit comme cela, mais je rappelle que nous avons des pavillons de complaisance en matière maritime, les îles Kerguelen. Et donc, vous avez aujourd'hui une vraie problématique qui est absolument pas, qui est sous-estimée, qui est la tentation des grands champions français de sortir de l'environnement métropolitain parce que les charges sociales sont trop élevées, parce que les charges fiscales sont élevées et que la pente de diminution de l'IS en France n'est pas suffisamment rapide. Je rappelle qu'en Europe, aujourd'hui, le taux moyen de l'IS, c'est aux alentours de 20%. Donc vous avez un écart de compétitivité qui est absolument impossible à supporter pour des grands acteurs français. Eh bien, vous avez des acteurs aujourd'hui qui se posent la question de partir ailleurs. Alors, il vaut mieux partir, alors quand je dis partir ailleurs, c'est délocaliser des fonctions de quartiers généraux, c'est délocaliser des fonctions particulières. Est-ce qu'il vaut mieux inventer un concept intéressant permettant à la France de délocaliser certaines fonctions pour baisser le taux d'imposition effectif de ses champions nationaux ou pas? C'est une matière à réflexion en termes stratégiques. Vous avez la fiscalité que vous voulez, vous n'êtes pas soumis aux contraintes d'aide d'État et du code de conduite européen, et vous avez la capacité à accueillir des structures ici parce que vous avez des gens qui sont formés, parce que vous avez une proximité que d'autres n'ont pas, et vous pouvez probablement réfléchir à un concept de ce type, et qui soit conforme aux standards internationaux que j'énumérais tout à l'heure. Maintenant, si la Nouvelle-Calédonie fait le saut du grand large, et même si elle ne le fait pas d'ailleurs, ça n'empêche pas d'avoir une réflexion sur la manière de sortir du dilemme nickel-tourisme. Et je prends l'exemple du Luxembourg, parce que le Luxembourg, paradis fiscal bien connu, a été sévèrement étrillé au travers des LuxLeaks. Et donc son modèle basé sur des rulings distribués aux grandes entreprises pour faire baisser le taux effectif d'imposition est mort. Et pourtant, il faut que l'économie luxembourgeoise continue à être en croissance. Alors qu'a trouvé le gouvernement luxembourgeois? Je trouve ça extraordinaire. Le gouvernement luxembourgeois vient de sortir un programme ambitieux pour être le pays qui est la terre d'accueil des investisseurs en matière spatiale. Pourtant, vous n'avez pas de lanceurs spatiaux au Luxembourg. C'est le premier pays à avoir bâti un droit spatial. Et des opérateurs économiques comme Eutelsat, comme d'autres, qui lancent des satellites dans l'espace, ont besoin d'un cadre juridique qui soit stable, qui soit intelligent et qui leur garantisse leurs droits. Alors, ils ne vont pas installer leurs lanceurs là-bas, mais ils vont installer des équipes, ils vont installer des gens qui tiennent des contrats. Et ça va induire un cluster spatial au Luxembourg, alors que rien ne prédestinait le Luxembourg à occuper ce créneau. Alors, je cite cet exemple-là parce que vous pouvez avoir une réflexion sur quels sont les clusters potentiels que l'on peut bâtir ici, dans le Pacifique, nonobstant les problèmes de distance, pour autant qu'on arrive à trouver un créneau qui n'est pas exploité aujourd'hui. Alors, c'est une réflexion qui mérite naturellement d'être approfondie, mais les exemples que je vous ai cités tout à l'heure de l'ensemble des pays insulaires, eh bien, ils ont fait exactement ce même type d'analyse stratégique. Ils se sont posé la question de quel créneau n'était pas utilisé et quel créneau pouvait apporter un supplément de revenus, un supplément d'emploi, au prix d'une stabilité, au prix d'une sécurité juridique et au prix d'un environnement fiscal attractif. Voilà.
dernier mot, et c'est un mot de conclusion. La conclusion de tout cela, c'est oser. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup pour ces différentes interventions. On a quand même un tout petit peu de temps pour les questions. Je sais qu'il y en aura plein. Donc, je laisse la parole à la salle. Donc, on finit vers 12h15 les questions. Donc, essayez d'avoir des questions courtes, toujours en vous présentant au préalable. Pas le temps de prendre, merci. Oui, bonjour. Donc, Laurent Lermite, je fais partie des Insoumis du Pacifique. Et donc, je suis un petit peu atterré parce que je m'attendais à voir des scientifiques qui tiennent des propos un petit peu pas trop orientés. Or, c'est pas le cas. Donc, j'aimerais orienter un petit peu les choses dans l'autre sens. Parce qu'on a vu les échecs que produisent des économies telles que vous nous les prônez. Milton Friedman, ça m'a fait penser à ça en Amérique du Sud. Ouais, et donc, la réflexion ma question elle va être très courte. C'est juste une première remarque et une question. Donc, la première remarque, c'est que nos hommes politiques qui sont intervenus dans le premier débat semblaient avoir des difficultés pour lutter contre les inégalités. Ça semblait. Donc, il y a un outil effectivement qui est la fiscalité, et on voit qu'il faudrait l'utiliser pour lutter contre les inégalités. En particulier ici. Vous citez Singapour comme exemple, c'est le premier, il me semble, des pays développés dans le rapport NC 2025, juste avant la Calédonie, dans les pays les plus inégalitaires. Donc ma question, mais bon, qui s'adresserait à des gens plus peut-être moins orientés politiquement, était que si on remplaçait le flux monétaire venant de la métropole, tout simplement par la création monétaire d'une banque centrale calédonienne. Alors bon, j'imagine un peu vos réponses déjà, mais ça aurait pour moi le grand avantage de maîtriser quelque chose de très important par la création monétaire. On sait très bien que ça influe sur le chômage directement. Et la population ne demande pas forcément, la population calédonienne ne demande pas forcément à importer ou à pouvoir importer des ordinateurs dernier cri et des Porsche Cayenne, mais tout simplement à avoir un emploi, à avoir une qualité d'enseignement correcte pour ses enfants et pour ses vieux. Donc voilà, j'aurais voulu savoir si en remplaçant le flux monétaire par la création monétaire locale, donc une création monétaire complètement souveraine, on pouvait avoir un pays plus égalitaire. Questions, on va prendre 3 questions comme ça et puis après on répondra en bloc. Oui, ma question s'adresse plus particulièrement à monsieur. Oh, pardon, Simon Louécotte. J'étais dans le monde virtuel, maintenant je suis redevenu dans le monde réel. Ma question s'adresse plutôt à monsieur Lib. Je suis assez frappé dans votre présentation et notamment vos modèles que vous nous avez présentés. Et puis surtout, la conclusion que vous avez tirée est en fait les voies possibles pour la Nouvelle-Calédonie. Or, autant que je me souvienne, tous les modèles que vous avez cités, même si pour certains d'entre eux, ce ne sont plus des paradis fiscaux, ils restent quand même aux yeux de la France, par exemple, et pour beaucoup de pays européens, la communauté européenne, en fait, de l'exercice de la concurrence déloyale en matière fiscale à l'égard, etc. Alors, c'est pour ça que je me dis, je suis un peu étonné que cela vienne de vous. Oui. Donc à nouveau Philippe Blaise. Oui, encore. Oui. Il y a quand même une question, moi, qui m'interpelle, c'est que bon, il y a une réflexion sur comment faire de la Calédonie un pays qui est fiscalement compétitif. On a des réflexions très théoriques, mais moi je crois que ce que je trouve pas, c'est comment on répond au contrat social qu'on a construit depuis 20 ans en Calédonie. Parce que on est dans une réalité qui est qu'en Calédonie, il y a eu des engagements qui ont été pris envers la population, notamment en matière de logement social, en matière de rééquilibrage, en matière de rééquilibrage géographique, rééquilibrage humain. On sait que la fonction publique a permis de faire monter dans les classes moyennes la population kanak. Donc il y a un niveau de vie qui a été intégré
dans le mode de vie des gens. Les gens se sont habitués à une protection sociale, à un système de retraite universel avec les minimums vieillesse, se sont habitués à un système de santé avec l'aide médicale gratuite. On parle de sommes très considérables. Et donc, j'ai l'impression que là, on est un peu hors sol. C'est-à-dire que la question qui se pose, donc il y a des gens qui veulent l'indépendance, il y a des gens qui se posent la question de comment se débarrasser des transferts de l'État. Mais la question, c'est revenons un peu au concret. Je veux dire, les transferts de l'État, il y a une partie, comme la présence militaire, on pourrait imaginer qu'on s'en passe, mais on n'aura pas un pays sans justice, on n'aura pas un pays sans police, on n'aura pas un pays sans université de la Nouvelle-Calédonie, 3 milliards, on n'aura pas un pays sans enseignement secondaire, 50 milliards, 2 fois le rendement de l'impôt sur le revenu. Donc quand on met bout à bout tout ça, en fait, si demain on fait une croix sur les transferts, c'est un suicide social et c'est un renoncement au contrat social qu'on a bâti depuis 20 ans. Si on doit remplacer ces 135 milliards, enfin tout dépend du périmètre, on multiplie l'impôt sur le revenu par 7. Ou alors on vire 4 fonctionnaires sur 10 ou on dévalue de 40%. Mais à ce moment-là, il faut expliquer aux gens que quand vous avez un emprunt CASDEN de 25 millions, vous payez 150 000 francs par mois, bah vous paierez 250 000 francs à la place. Au lieu de vous acheter une voiture à 3,5 millions, elle en voudra 6 millions. Donc on change de modèle social. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 80% des gens qui ont une voiture, il n'y a plus que 20% comme c'est le cas à Fidji. Et moi j'aimerais qu'on ne soit pas, je dirais, dans l'abstraction par rapport à cette réalité-là, humaine, c'est quel impact il y a pour le quotidien des gens. Merci. Troisième question. C'est pour Monsieur Sudry, parce que je considère qu'il y a des propos un peu qui sont. Enfin, je rejoins un peu le camarade Insoumis qui considère qu'il y a quand même des propos qui sont un peu orientés. On est là dans une université, c'est pour être un peu plus, je veux dire, neutre, hein, dans la façon de présenter les choses. Donc sur la question du front, parce que la semaine dernière, il y a eu un procès à Lomé sur un Togolais qui a brûlé le franc CFA. Il remet en cause les 150 ans de domination des francs CFA en Afrique, parce que les pays africains n'arrivent pas à se développer. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Comment? D'accord. Donc on va faire les réponses, comme on a eu nos 3 questions. Donc je vous laisse répondre dans l'ordre que vous souhaitez. Je vais peut-être répondre à l'interpellation. Le message qu'il y a derrière, c'est pas soyez un paradis fiscal. Détrompez-vous. D'ailleurs, vous êtes déjà un paradis fiscal. Vous l'avez pas remarqué, mais par exemple pour une entreprise du nickel, vous êtes un paradis fiscal. La question n'est pas là. La question, c'est, nous sommes dans un monde où la compétition fiscale existe. C'est un fait. C'est pas une vision d'esprit. En l'espace de 5 ans, la manière dont la compétition fiscale se déroule a changé. On était dans le Far West, on est désormais dans un univers beaucoup plus régulé. Autrefois, un paradis fiscal, c'était quoi? C'était une juridiction dans laquelle vous aviez un secret bancaire qui assurait une opacité et pour lesquels vous aviez un taux d'impôt qui est extrêmement faible et qui permettait à une entreprise de localiser des profits sans faire le moindre investissement local, sans substance. Aujourd'hui, grâce aux travaux menés par l'OCDE, sous l'égide du G20 et dans une approche inclusive, c'est-à-dire où vous avez plus de 100 pays dans le monde qui ont rejoint cette plateforme, vous êtes dans une situation où vous pouvez continuer à faire de la compétition fiscale, mais vous ne la faites plus de manière agressive ni dommageable. C'est-à-dire que vous êtes libre de fixer votre taux d'impôt comme vous le voulez, mais si vous le faites, il faut que ceci réponde à un certain nombre de contraintes, notamment le fait que les activités économiques qui en bénéficient soient réelles, et vous le faites dans un environnement de transparence, c'est-à-dire vous échangez l'information avec les autres pays. Donc vous le faites ouvertement, vous ne le faites pas de manière cachée, comme c'était le cas dans le passé. Si vous respectez ces conditions,
Rien ne vous empêche, comme la Hongrie, d'avoir un taux d'impôt sur les sociétés de 9,5%. Rien ne vous empêche, comme Singapour, d'avoir une politique fiscale attractive, mais parce qu'elle a comme contrepartie une réalité économique sur son territoire. C'est pas une boîte aux lettres, hein, ce sont des gens qui travaillent, qui sont rémunérés, qui exercent des fonctions, et ces fonctions économiques justifient une rémunération normale, at arm's length, comme l'on dit, c'est-à-dire au prix du marché. Dans cet univers sous contrainte, vous avez néanmoins la possibilité de jouer sur l'ensemble des leviers pour être un peu plus attractif sur certains créneaux que les voisins. C'est ça la compétition fiscale internationale. Et ce que moi je vous dis, c'est que vous n'êtes pas dans une situation où vous n'avez pas la capacité à réfléchir sur la manière dont vous pouvez vous insérer dans cet ordre fiscal international de manière intelligente. Vous avez la capacité de le faire. Et pourquoi vous avez cette capacité? Parce que vous avez ces formidables atouts d'avoir votre souveraineté fiscale, d'avoir votre souveraineté juridique, et d'être dans un endroit du monde qui est dynamique. Hein, l'Asie est dynamique. Le bassin pacifique est dynamique. Et donc, il y a peut-être matière à avoir une stratégie intelligente comme d'autres l'ont eu, et continuent de l'avoir. Les Bermudes sont rentrés de plein pied dans ce nouvel ordre fiscal international. Ils échangent des informations. Lorsque la France pose des questions à l'administration des Bermudes, elle a l'information. Il n'y a plus de secret fiscal. Pour autant, les compagnies américaines, les compagnies françaises continuent de mettre aux Bermudes des fonds importants dans des captifs d'assurance parce qu'ils savent qu'ils y trouvent là des gens compétents, des gens qui ont bâti une activité sur le long terme. Ils ont la sécurité juridique. Ils ont un organisme de contrôle qui fait son job correctement. Et ils ont une fiscalité qui est avantageuse. Voilà. Donc, on peut, dans la rigueur, bâtir une politique fiscale qui soit attractive pour les investisseurs internationaux et qui, au total, surtout sur un territoire qui comporte 250 000 habitants, peut apporter un supplément de richesse important dans un environnement où vous avez, et quoi qu'on dise, peut-être un aléa sur des transferts qui, aujourd'hui, vous permettent d'avoir cette économie de serre. Donc, il vaut mieux anticiper le plus tôt possible le trou dans la serre pour éviter d'avoir des trous d'air en matière de finances publiques, en matière d'accompagnement social et en matière de développement interne. Voilà. Peut-être revenir rapidement sur les trois questions. Il y en a une qui m'interpelle beaucoup, c'est qui vient d'être posée par. C'est sur la fin des transferts, la fin du contrat social. Oui, oui. Et ça, il faut bien y réfléchir. C'est possible, on peut changer de contrat social. Des sociétés ont changé, hein, mais oui. Pour une raison très simple, d'abord une raison financière. Pour avoir des ordres de grandeur, la dépense publique au sens très large du terme, y compris avec les dépenses de sécurité sociale, vous avez vu, cette dépense, elle est très importante, c'est 56% de notre PIB. 56%. Je crois qu'en métropole, on est à 57%, hein, Jean-Pierre, donc vous voyez, à un point près, c'est pareil. Par contre, nos ressources propres, hein, c'est-à-dire les impôts que nous payons pour financer cette dépense, hein, ce n'est que 34 de mémoire. Je vais voir ça dans un slide. Qu'est-ce qui finance la différence? Qu'est-ce qui permet effectivement? Ce sont les transferts. On ne va pas se tortiller, il n'y a que là. Alors effectivement, on pourrait dire, s'il n'y a plus de transferts, on va faire avec. Sommes-nous prêts? Nos entreprises sont-elles prêtes? Nous vivons une période difficile pour notre croissance économique. Sommes-nous prêts à prendre 20 points de PIB? Le PIB, c'est 1000 milliards hein, de francs. Il faut bien avoir cette conscience. Sommes-nous prêts à prendre 20 points de PIB d'augmentation de notre fiscalité? Et des prélèvements obligatoires de manière générale? Qui lève la main? Je vous sens un peu isolé, mais je vais répondre sur le. Voilà. Non, parce qu'on va tuer la bête, tout simplement, parce que c'est contre-productif d'augmenter la fiscalité. Il faut maintenir les prélèvements obligatoires, je dirais, au niveau où ils sont, et donc c'est d'où l'intérêt, bien évidemment, des transferts. Pourquoi c'est contre-productif? On a quasiment plus de croissance, on le sait. On a l'occasion souvent d'en parler avec les uns et les autres. Notre croissance est très faible actuellement. C'est pas en période de croissance faible qu'il faut augmenter les prélèvements obligatoires. On se tire dans le pied. Au contraire. Donc, voilà, première réponse, et j'étais trop long. Deuxième réponse, sur le franc CFA. Il se trouve qu'à l'origine, ça fait une trentaine d'années que je travaille sur l'outre-mer, mais mes premières années d'universitaire, au moins, je les ai passées en tant qu'africaniste.
Je suis incapable. Alors bien sûr, il y a là cette histoire du symbole, mais vous savez, c'était arrivé aussi à Serge Gainsbourg qui avait allumé un cigare sur un plateau de télévision avec un billet de 500 francs à l'époque. Il avait été poursuivi mollement, d'ailleurs, je crois, là je parle sous le contrôle de Jean-Pierre. C'est ça, c'est du symbole. Est-ce que le franc CFA, c'est un obstacle au développement? Là, on va pas faire d'Uchronie, on va pas faire de science-fiction, regardons dans le passé. Est-ce que vous croyez que les chefs d'État africains, indépendants, depuis la plupart de 1960, sont des imbéciles? Ce sont mènent leur pays volontairement au sous-développement. Pourquoi sont-ils restés dans la zone franc? Pourquoi? Parce qu'au contraire, c'est un vecteur de développement. Et l'histoire, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Il y a eu 2 pays. Pour des raisons politiques. Contrôle général. Ça comptait beaucoup à l'époque. Hein. On s'opposait au général. C'était la Guinée. Regardez le niveau de développement de la Guinée. À côté de ça, Port Vila, c'est Broadway. Hein? Allez à Conakry, où il y a, là je parle sous ton contrôle, Jean-David, que tu connais mieux que moi, il y a de l'électricité 2 heures par jour, et quand l'eau arrive, elle n'est pas potable. Et puis le deuxième exemple, c'est Madagascar, qui souhaite un développement à la malgache. C'est un bien public, la monnaie. Et c'est vrai, vous avez raison, moi je m'exprime avec mes opinions. Je l'ai toujours fait dans toute ma vie, parce que je pense que l'économie, elle a une partie scientifique, mais son objet, elle est scientifique par sa démarche, ça c'est vrai. Il se trouve, mais j'en fais peu de référence, je passe une bonne partie de mon temps, quand je fais pas du conseil de politique économique, à construire des modèles, c'est des équations qui s'enchaînent les unes dans les autres, pour justement faire des projections. Ça, c'est voilà. Mais après, ce qui est important, c'est qu'on travaille sur une société, et dans l'économie, il y a autant de politique que d'économie au sens classique. Donc, pour revenir et pour rester sur un point, est-ce que finalement, si on avait la souveraineté monétaire, la possibilité de créer de la monnaie, est-ce que ça réduirait les inégalités? Et j'ai envie de répondre au départ par une boutade, vous me la pardonnerez, et puis après d'une manière plus sérieuse. Oui. Oui, ça serait l'instrument miracle. Vous savez pourquoi il n'y aurait plus d'inégalités? Parce qu'on serait tous morts. Alors là, on pourrait avoir un débat. Mais pourquoi? Mais parce qu'on l'a connu aussi. On a connu des pays qui avaient dévalué. Alors, je suis pas rentré, c'est vrai, j'aurais pu rechausser ma casquette d'universitaire. Je suis pas rentré sur les conditions que mes collègues et moi-même connaissons quand même un petit peu, qu'on appelle Marshall et Anna Robinson, sur les conditions d'une dévaluation réussie. Mais on va tous s'ennuyer si je vous amène sur ce terrain-là. Moi, des pays qui ont dérapé, qui ont, avec leur peso qui valait plus rien, mais il se trouve que j'en ai connu quand même plus d'un, et en travaillant là-bas, l'Argentine, et puis un pays qui est aussi proche, un pays de la Méditerranée, où là j'étais très présent à ce moment-là. Moi j'ai vu des femmes dans la rue, c'était au Maroc, faire les émeutes de la faim. Quand vous vous réveillez le matin, alors je sais pas jouer Cosette, mais avec une monnaie mal gérée, c'est ça aussi qui peut arriver. Quand elle tape sur les casseroles toute la journée vide, pour vous montrer pourquoi, parce que la contrepartie en dollars du dirham, on ne l'a pas. Et on ne peut pas l'assurer, la parité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la maintient officiellement, et puis on fait un contrôle d'échange, et on fait une répression financière, et on dit aux agents, tu me présentes une facture en dollars, et ben représente-la moi demain. Je n'ai pas la moyen, j'ai pas les réserves de change. Et j'arrête là. À mon sens, la meilleure façon de réduire les inégalités. Et là, vous avez tout à fait raison. Le ratio D1, D9, D1 plutôt, en Calédonie, c'est un des plus élevés du monde. Et juste derrière nous, le pays vraiment des grands pays le plus inégalitaire, c'est Singapour, effectivement. Mais la meilleure façon de le résoudre, c'est pas par la fiscalité, à mon avis. C'est pas en déshabillant Pierre qu'on va habiller Paul ou Jacques, peu importe. Comment peut-on, je dirais, utilement et astucieusement réduire les inégalités? Et là, j'invente rien, c'est connu, tous les modèles sont connus parfaitement. Faisons des gains de productivité. Créons plus de richesse. Et posons-nous la question du grain à moudre. Créons d'abord de la richesse. Et ensuite, répartissons cette richesse avec des clés. Et c'est là où il y a un autre contrat social à faire. C'est sur les clés de répartition de la richesse créée grâce à la productivité. Et c'est en 2 temps. Commençons par créer de la richesse. Ensuite, regardons qui l'a créé, le capital, le travail, quelle clé de répartition entre ces revenus. Et là, effectivement, les inégalités baisseront en période de croissance économique. J'étais très long.